bonsoir. Rendez-vous dès 20h, les titres de cette édition. Délocalisation de Sandaga, l'État change de tir pour éviter la colère des travailleurs de la justice. Ce sont les champs de course qui finalement abriteront le marché et non la corniche. L'économie des efforts sont encore à fournir par le Sénégal, le maillon faible indexé, le secteur de l'énergie selon la Banque mondiale. La Sénélec devra accélérer la cadence pour augmenter sa production. Le Magal, journée chômée et payée. À Touba, on est enchanté, mais les avis divergent sur l'impact de la mesure annoncée par le Premier ministre. Sport au Sénégal, Côte d'Ivoire du 16 novembre prochain à quel Diamé se fier. Performant en club, le capitaine des Lions n'arrive pas à se montrer à la hauteur en équipe nationale. L'ancien joueur, ancien capitaine Amadou Diop Boy Bandi décrypte le cas. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. Il n'y aura pas de Sandaga en face du palais de justice. Le CGIS a posé son veto et pour se faire entendre, le syndicat des travailleurs de la justice en collaboration avec l'UMS et l'ordre des avocats avait décidé de paralyser le système ce jeudi. Une grève était au programme pour faire annuler la décision afin d'éviter un tel mouvement. Il a été décidé que finalement, ce sont les champs de course qui vont accueillir les commerçants déguerpis du marché. Là-dessus, nous écoutons le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Mais je voudrais vous dire une chose. D'abord, lorsque il y a eu ce déplacement des commerçants de Sandaga en face du palais de justice, nous avons tapé du poing sur la table. C'est inacceptable. Un marché ne peut pas coexister avec un tribunal. Et vous comprenez tout simplement, le palais de justice, c'est un lieu de sérénité, de tranquillité, de calme. Parce que pour juger, on a besoin d'être dans cette ambiance de calme. Mais il va de soi qu'il est difficile, avec un voisinage aussi bruyant, qu'on puisse faire un travail. Alors j'ai la bonne nouvelle, non seulement ils vont déguerpir, et en cette fin de semaine, ils seront au champ de course. Alors donc, ce lieu sera vidé. La grève qui a été agitée, qui n'était pas au champ de course, voilà. La grève qui était agitée n'aura pas lieu. Quel champ de course? Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice, le CGIS et l'UMS disent prendre acte pour l'instant. Ils ont décidé de surseoir donc à leur plan d'action. Après Rebos, camp pénal et Forbé, le ministre de la Justice était ce matin à la maison d'arrêt et de correction du Cap Manuel. L'endroit sera réfectionné, a-t-il avancé. 130 millions de francs CFA sont prévus pour les travaux. Un projet qui entre dans le cadre d'un important programme de réhabilitation et de centralisation des prisons du Sénégal. Par ailleurs, Maître Kaba a rassuré les proches et avocats d'Hissène Habré. Il y aura un procès juste et équitable. C'est un compte-rendu de Dissa Prera à la caméra Yaya Diallo. Les travaux de réfection de la maison d'arrêt et de correction du Cap Manuel tirent à leur fin. Occasion saisie par le garde des Sceaux pour aller constater de visu l'état d'avancement des travaux. Des travaux qui ont coûté une centaine de millions de francs CFA financés par la Chambre africaine extraordinaire de justice et la communauté internationale. Ce qui est important, c'est une prison. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, les matériaux sont chers. C'est une prison qui nous a coûté à peu près 130 millions. Il faudrait préciser que dans le cadre de la réalisation de cette prison, que nous avons eu le concours de la communauté internationale et donc par conséquent nous l'avons réalisé et je pense que aujourd'hui les conditions de sécurité, les conditions d'une détention humaine sont réalisées de sorte que les pensionnaires de cette prison pourraient donc faire face à leurs juges dans des conditions qui correspondent aux normes internationales. Relativement à la plainte des avocats de Hissène Habré incarcéré dans cette prison et aux nombreuses sorties de son épouse dans la presse, le ministre appelle à la raison
et rassure. Ce que je voudrais dire, à ce niveau de responsabilité, il est important de se concentrer sur son travail. Je pense que j'ai entendu beaucoup de choses. Mais que voulez-vous que je vous dise, que ce soit les avocats de Hissène Habré ou de l'épouse de Hissène Habré, une épouse fâchée, il faut bien comprendre. Mais ensuite, je dirais que c'est une très bonne épouse. Elle défend bien son mari. Les avocats font leur travail, ils sont dans leur droit et dans leur rôle. Mais bon, vous savez, il ne faudrait pas aussi se laisser aller en se disant que dans toutes les situations, il faut savoir être responsable et faire attention à des propos qui peuvent se retourner à l'effet boomerang de tout ce que l'on dit. Mais ce qui est important pour moi, je suis concentré sur mon travail. J'essaie de faire en sorte que Hissène Habré soit dans les meilleures conditions. Alors, si un procès devait avoir lieu, ce sont les juges qui le décideront. Et je veillerai sur un point, que ce procès soit juste et équitable. L'État du Sénégal a engagé un processus de décentralisation et de réhabilitation des prisons. Ainsi, après celle du Cap Manuel, ce sera au tour de Sébikotane, Diourbel, Ziguinchor et Tambacounda. Nissa Préra, après la justice, l'économie, le Sénégal noté par la Banque mondiale, l'élève peut mieux faire. Les efforts sont accentués notamment dans certains secteurs tels l'électricité. Ce sont là des recommandations spécifiques sorties de la réunion d'évaluation de la stratégie nationale de développement économique et social. Au cours de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui, il a été demandé à la Sénélec d'accélérer la cadence. Les détails avec Adiatala. L'électricité, la Banque mondiale en fait une priorité. C'est le secteur où le Sénégal traîne le plus les pieds, selon les experts de la Banque mondiale, qui exhortent les autorités à s'y atteler pour combler le déficit. Dans le secteur de l'électricité, le problème, c'est augmenter la capacité de production pour générer davantage d'électricité. Il y a beaucoup de projets en cours, en discussion. Il faut dire qu'en partie, c'est à cause des négociations avec des privés. Et ça, le gouvernement ne maîtrise pas totalement les détails. Mais on pense que le gouvernement doit concentrer sur quelques projets prioritaires et mettre le paquet pour assurer que ces projets sont mis en œuvre, que la construction démarre et que d'ici quelques années, on aura une augmentation de la production et une baisse du coût. D'où l'urgence pour le président de la République de demander la levée de certaines contraintes. Pour le secteur de l'énergie, la Sénélec doit accélérer ses efforts de réorganisation du secteur. Elle devra réduire les délais de négociation avec les producteurs indépendants et mettre en place un modèle type de négociation, de cadre de négociation en relation avec la Commission de régulation du secteur de l'électricité et les services des impôts pour les aspects liés à la fiscalité. Elle devra aussi accélérer les procédures de libération de terrain et leur mise à disposition sécurisée aux promoteurs privés dans le respect des lois et règlements. Il s'agira aussi pour la Sénélec de faire le point sur l'exécution du crédit accordé par le gouvernement indien, ça c'est plutôt le gouvernement avec l'ASER, dans le cadre de l'électrification rurale et de hâter la mise en œuvre des concessions pour lesquelles le financement est déjà obtenu. Malgré les efforts consentis, la Sénélec promet de hâter le pas en mettant à la disposition des ménages près de 575 MW d'ici 2017. Accélérer la cadence, c'est essayer de suivre l'ensemble des projets qui sont actuellement soumis, c'est-à-dire le projet, la centrale à charbon de Sendou, pour 125 MW, la centrale de Taïbandiaï pour 70 MW, l'énergie qui doit nous venir de la Mauritanie pour 80 MW et la centrale de Mboro pour 300 MW. Bon, ça c'est d'ici à 2017. Au-delà de 2017, donc 2018-2019, il y a la centrale de Sendou 2, c'est la centrale KEPCO, c'est les Coréens. Ensuite, il y a la centrale de Jindal et la centrale aussi de Benko. Là, c'est une centrale de 150 MW qui est également dual fuel. Donc,
il faut que l'on accélère la mise en service de ces centrales. L'évaluation trimestrielle, la deuxième du genre après celle du 1er août, a permis de décliner les priorités et l'ambition de ramener le taux de croissance à 7% en 2017. La Banque mondiale a émis aussi le vœu de rendre public le rapport de la Cour des comptes. La SCOSEN et le SENSER se réjouissent de la réunion trimestrielle qu'ils veulent pérenne. Selon les représentants des deux organisations, cette rencontre permet de mesurer les efforts consentis et les manquements à corriger pour une croissance économique correcte. Là-dessus, nous écoutons Momar Ndao de la SCOSEN et Alelo du SENSER. Ils sont au micro de nos confrères. C'est extrêmement important que tous les trimestres, le gouvernement fasse le point sur l'état d'avancement des politiques publiques. C'est cet exercice aujourd'hui qui est en train d'être fait et cela a permis donc de pouvoir faire toutes les critiques positives qui permettent donc d'améliorer les choses et de voir le niveau d'avancement donc des différents chantiers, tant au niveau de l'énergie, de l'agriculture, de la demande sociale en général. Et donc nous avons participé vraiment en faisant des suggestions, des propositions et des critiques positives pour que les choses puissent aller plus rapidement et soient améliorées aussi. C'était l'occasion de la revue du programme gouvernemental, notamment dans les secteurs prioritaires de l'énergie, de l'agriculture, des inondations et autres. Et globalement, nous sommes satisfaits de ce que nous avons entendu, notamment en ce qui concerne le secteur agricole. Un conseil présidentiel va lui être consacré pour revoir un peu le programme d'autosuffisance en riz, d'autosuffisance alimentaire, d'équipement du monde rural et de fixation des prix. Je pense que dans les semaines à venir, tous les acteurs seront conviés à cette rencontre. Sur l'électricité également, comment faire pour arriver à un taux d'électrification de 50%, alors que nous sommes aujourd'hui à 25%. Cela également nous rassure par rapport aux besoins exprimés par les populations en milieu rural. Même chose en ce qui concerne les inondations. Je pense que pour l'ensemble des secteurs évoqués, et tous les secteurs seront revus au fur et à mesure pour que tous les trimestres, que l'ensemble des acteurs autour du gouvernement puissent se retrouver et voir quelles sont les perspectives et surtout les moyens pour accélérer et atteindre l'objectif qui est de satisfaire les besoins des populations. Restons toujours dans le domaine de l'économie avec le Conseil national du patronat. Le CNP s'est prononcé sur le classement du Sénégal dans le rapport de la Banque mondiale pour l'organisation. La contre-performance de notre pays dans le doing business est due au déficit de création d'entreprises et d'emplois. Le président du CNP pense qu'il est temps de redresser la barre. Bédia Nieto, au micro de Nafissatou Silla. Concernant la contre-performance du Sénégal dans le doing business, certes en 2012, qui était une année préélectorale, notre pays était classé 154e sur 183. En 2013, qui est une année post-électorale, on a été classé 166e sur 185 pays. Et nous avons ce classement pour 2014. Qui nous dit que nous sommes 178e sur 189 pays. Alors nous devons nous interroger. Comment comprendre notre contre-performance depuis des années dans le doing business au regard des atouts du Sénégal comparativement à d'autres pays, donc un état de droit, une démocratie, une paix sociale, une stabilité politique, une politique macroéconomique saine. Nous connaissons les indicateurs sur lesquels il faut agir. Les réformes, il faut les faire dès qu'elles se justifient. Comparativement à 2013, notre pays aura perdu 4 places sur la création d'entreprises, 4 places sur le permis de construire, 4 places sur l'accès au crédit, 1 place sur la protection des investisseurs et 16 places sur la facilitation dans l'exécution des contrats. Le Conseil national du patronat a aussi donné son avis sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Il entend à cet effet collaborer avec l'État Bédiagne. Nous sommes rassurés d'entendre Madame la Première ministre revenir sur ses positions
renforcer ses positions et nous allons l'accompagner tant que c'est pour faire cela. Nous avions aussi à l'État donné des propositions où nous leur avons dit, voilà, si on fait ça ensemble, on peut créer le nombre d'emplois. Nous pensons aussi que l'accompagnement que nous devons faire sur les logements sociaux, en fait, toutes ces différentes choses, je pense, si nous nous mettons ensemble et que tout le monde comprenne que l'entreprise n'est pas l'ennemi de personne, l'entreprise doit être aimée. C'est elle qui crée les emplois, c'est elle qui est capable de créer les richesses. Si elle se retrouve fragilisée, attaquée, mais au final l'entrepreneur va perdre, mais le pays entier perd. Donc il nous faut renforcer, je veux dire, cette attitude que nous devons avoir à l'égard de l'entreprise. Ça nous rassure. J'avais déjà dit qu'elle a toute notre confiance parce que je la connais, je sais son engagement d'accélérer les différentes réformes. Donc je pense que c'est une opportunité tous ensemble pour que nous essayions de transformer ces différentes choses et qu'on sorte des croissances de 2%, de 3%. Parlons à présent de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie créée depuis 2011. Elle a pour mission de veiller à la réduction de la facture énergétique et la diminution de la consommation d'énergie et la promotion des énergies renouvelables au Sénégal. Elle a tenu un séminaire de sensibilisation en direction de la population pour se faire connaître du grand public. Là-dessus, nous écoutons son directeur général, Moustapha Gueye. Ses propos sont recueillis par Dissa Prera. Je vais un peu schématiser. L'énergie, c'est deux portes. Il y a la porte de l'offre, de l'approvisionnement, et puis il y a la porte de la demande. Par rapport à l'offre, c'est-à-dire ceux qui produisent et qui fournissent de l'énergie, ça c'est Sénélec. On peut citer l'ASSA, on peut citer l'ANER, on peut même citer l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Par rapport maintenant à l'autre porte, ça c'est la demande d'énergie. Et en prenant cette porte-là, vous n'allez rencontrer que l'AEMON, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Ça veut dire quoi? C'est vrai, nous agissons sur l'offre, mais nous agissons surtout sur la demande. On agit sur les économies d'énergie, ou économiser d'énergie, les niches d'énergie, les ménages, les industries, les hôtels, les secteurs tertiaires. On regarde également l'efficacité énergétique, c'est-à-dire les équipements qui sont utilisés. Quels sont les meilleurs équipements qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés et qui permettent de faire des économies d'énergie. Dans la chambre de l'offre, il y a également autre chose. C'est la maîtrise de l'énergie. La maîtrise de l'énergie, c'est non seulement l'efficacité énergétique avec les équipements, c'est non seulement les économies d'énergie avec une énorme campagne de sensibilisation, d'information, d'éducation, mais c'est également l'aspect réglementaire. Nous sommes effectivement compétents pour faire des propositions de loi, en tout cas pour qu'ils seront soumis au président de la République via la ministre de l'énergie, pour faire des propositions de décret, pour faire des propositions d'arrêté. Tout ça, c'est l'aspect légal et réglementaire. Donc, en récapitulant, nous sommes dans les économies d'énergie, nous sommes dans l'efficacité énergétique avec l'infrastructure et les équipements, nous sommes également dans le segment de la demande, dans le segment de la maîtrise de l'énergie. Les zones et espaces économiques dédiés à l'activité informelle afin de trouver une solution. Le ministère du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel et la mairie de Dakar se sont rencontrés ce matin. Une collaboration est en vue, mais déjà les deux parties ont échangé sur les difficultés du secteur. C'était à l'hôtel de ville et c'est un compte rendu de Daouda Sow à la caméra Diafaraba. Cette rencontre entre Khalifa Sall et le ministre Alioune Sarr marque le début d'une nouvelle collaboration entre la mairie de Dakar et le ministère du Commerce. Au menu des discussions figure en bonne place la modernisation des marchés face aux incendies récurrents et la question du relogement définitif des marchands établis. Les marchés sont sous la compétence des collectivités locales. Il était important qu'avec lui, que nous puissions porter ensemble ce projet important pour notre pays. Pour que dans chaque région du Sénégal, qu'on puisse réhabiliter, construire un marché moderne avec l'ensemble des commodités et surtout pour la sécurité de nos concitoyens. Le deuxième point sur lequel nous avons travaillé avec M. le maire concerne, comme vous le savez, le projet de recasement des marchands ambulants. Nous avons évoqué le cas du site de Félix Aubué. Un partenariat ministère-collectivité locale salué par la mairie de Dakar. Comme pour répondre aux sollicitations du ministre, l'autorité municipale a fait part des mesures prises par la mairie. C'est des tabliers qu'on va insérer et Inch'Allah, nous pensons que dans les 15 prochains mois, ils verront que les choses vont aller très très vite puisque nous nous sommes accordés sur ce qu'il faut faire. Nous attendons le retour d'un des partenaires stratégiques
pour convoquer la réunion avec les commerçants, pour arrêter avec eux le prix et des tables et des cantines. Et depuis lors, nous sommes en concertation avec les commerçants pour régler la question du recasement. Et donc, en principe, ils vont commencer à être installés sur le site provisoire de Lat Dior. Et nous sommes en discussion avec eux et l'État pour trouver les meilleures solutions. Cette séance de travail est une occasion pour le ministre de faire part de sa volonté d'organiser le secteur informel. À cet effet, des journées de réflexion sont prévues en mi-novembre pour échanger sur la question. Oui, nous avons retenu de mettre en place un comité conjoint de coordination et d'organisation de ces assises de l'informel, qui ont pour objectif, si vous voulez, d'être à l'écoute des acteurs de l'informel. Parce que vous savez que le secteur informel apporte pratiquement plus de 40%, 45% de notre PIB. Donc c'est un secteur extrêmement important, extrêmement dynamique. Nous allons ensemble mettre ce comité avec la ville de Dakar, qui nous permettra justement d'être à l'écoute de ces acteurs, mais surtout leur faire part de la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement sur ces questions. Pour la municipalité de Dakar, les projets en cours vont permettre au centre-ville de retrouver sa vocation de zone administrative. Le ministre du Commerce a annoncé que cette collaboration avec les mairies va se poursuivre dans les autres collectivités locales. Nous le disions, titre 48 heures après l'annonce du chef du gouvernement faisant du Magal de Touba un jour férié, chômé donc et payé. La capitale du mouridisme réagit. La plupart des personnes interrogées sont enchantées par la mesure, mais restent partagées sur le retard et l'impact de cette mesure. Nous reviendrons sur l'élément dans nos prochaines éditions. À présent, l'actualité internationale. 12 personnes ont été tués dans une collision entre un bus et un train. C'est au Kenya. Au Niger, les 4 derniers otages français enlevés le 16 septembre 2010 ont retrouvé leur liberté. Le point, c'est avec Maimouna Ndiaye. Ils sont désormais libres, les 4 derniers otages français enlevés dans le site minier d'Arlit, situé dans le nord du Niger. Libérés hier, ils sont attendus ce mercredi en France. Ces otages ont fait 3 années de détention. Collision entre un bus et un train au Kenya, bilan 12 morts et plusieurs blessés dans un état critique. Selon la police, le bus a traversé la voie ferrée alors que le train arrivait à grande vitesse. L'accident a eu lieu dans l'est de Nairobi à 1 heure de pointe. Le vice-président du parti Liberté et Justice des Frères musulmans est arrêté ce mercredi et Sam El Erian tombe entre les mains des Lumières à quelques jours du procès de l'ex-président déchu Mohamed Morsi. Il est pensionnaire à la prison de Tora. Erian est accusé d'incitation au meurtre lors des manifestations anti-frères musulmans du 30 juin dernier. 10 cas de poliomyélite détectés dans le nord-est de la Syrie. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 500 000 enfants ont été privés de vaccins. Or, les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés à cette maladie. La poliomyélite, une maladie contagieuse, absente en Syrie depuis 14 ans. Sport, la liste des Lions pour Sénégal-Côte d'Ivoire sera dévoilée mardi prochain, mais l'énigme dans la tanière réside dans les performances quelconques du capitaine Mohamed Diamin. Performant en club, le joueur de West Ham n'arrive pas à se montrer à la hauteur en équipe nationale. C'est un sujet de Abdulaziz Khan. Mohamed Diamé ou l'énigme dans la tanière. Les matchs se suivent et les performances du capitaine de l'équipe nationale deviennent de plus en plus insignifiantes, voire inexistantes. Des performances qui contrastent avec celles livrées en club. Comment faire alors pour sauver le capitaine Diamé? Je reste assez vu, il a assez donné sa chance, donc voilà, il n'a qu'à laisser la chance aux autres, parce que tout simplement, il ne s'agit pas d'avoir le nom pour pouvoir toujours jouer. Et je pense que la vérité c'est le terrain, et la vérité nous a montré que Momo n'est pas là, Momo n'est pas performant, donc voilà, il faut voir autre. En club, Diamé se sent comme un poisson dans l'eau au milieu de terrain. Force de pénétration, perforation des lignes et alternance entre récupération défensive et relance offensive sont ses atouts majeurs. En 5 saisons de Premier League à Wigan et West Ham, il a inscrit 8 buts. Ça, c'est Dr Jekyll. On a la version Mr Hyde en équipe nationale. En 22 sélections, Diamé n'a inscrit aucun but ni délivré une passe décisive. Il brille par ses déchets techniques, son imprécision dans les relances et son incapacité à s'imposer au milieu. Il faut le mettre au banc, comme ça aussi, c'est le protéger d'abord,
et il va se remettre en question. Il va du banc de touche, il peut avoir une autre lecture de ce qu'on attend de lui, et pour pouvoir laisser le temps de revenir. Quand les performances deviennent si insipides, la question du statut de capitaine interpelle alors. Et capitaine ne rime certainement pas avec titulaire indiscutable. Être capitaine ne veut pas dire que tu dois pas, tu dois jouer toujours. Non. Moi, je suis désolé. Il est le capitaine de cette équipe-là. Ça ne veut pas dire que qu'il pleuve, qu'il neige, il sera sur le terrain. Capitaine décrié par l'opinion, prestation en deçà des attentes, le soldat Diamé est en perdition. Il revient maintenant à Alain Giresse de prendre ses responsabilités. Lui, le faiseur de roi et de capitaine. Toujours football avec le tournoi de Lyomois, l'équipe du Burkina Faso et la première sélection qualifiée en finale. Elle a obtenu un match nul, 2 buts partout ce mercredi contre la Côte d'Ivoire pour consolider sa première place de la poule A avec 5 points. Burkina Faso va connaître son adversaire demain jeudi à l'issue de la 3e journée de la poule B avec les affiches Bénin, Niger et Sénégal, Guinée-Bissau. Le Bénin, leader de la poule B, tient la corde pour l'instant. Basketball, la Fédération sénégalaise de basketball soutient que le démarrage de la saison 2013-2014 est prévu vers le 14 décembre prochain. Toutefois, le tournoi de montée aura lieu les 22 et 23 novembre prochains. Moustapha Goudjabi s'est également prononcé sur la démission de Adou Sano qui a rendu le tablier. Suivez le chargé de communication de la fédération. Il est au micro de Chertidiane John. En 2013-2014 va démarrer aux environs du 18 décembre. Mais je tiens à vous dire que nous n'avons pas encore clôturé notre saison 2013 parce qu'elle est toujours en cours. Au niveau de la 2e division, on n'a pas encore joué les phases finales. Vous savez que le Sénégal est divisé en zones. Donc il y a les zones de Diourbel et du Nord qui ne sont pas encore prêtes. Donc je pense qu'ils vont jouer leur tournoi d'ici sous peu. Et ensuite, vers le 15 novembre, on jouera le tournoi de montée, donc qui va déterminer qui sera en première division ou pas. C'est lui-même qui a décidé d'arrêter. Nous avons pris acte et sûrement nous en parlerons lors de notre prochaine réunion du lundi. Rien ne trahissait dans ses habitudes qu'il allait vers une décision, qu'il allait prendre une décision comme ça. Donc, ce que je sais, il est venu en réunion lundi passé, le plus normalement au monde. Il a participé à la réunion, il est reparti. Donc, il m'a appelé hier pour m'informer. Et quand j'ai essayé d'en savoir plus, je pense qu'il n'a pas été très loquace. Le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise est sur la même longueur d'onde que le Premier ministre sur le lieu d'accueil de l'arène nationale. Pour le chargé de la communication du CNG, Tchernoka, leur structure n'a aucune préférence sur l'emplacement de l'arène. Nous l'écoutons au micro de nos confrères. Donc effectivement, il y a eu du bruit sur le site qui a été retenu, à savoir le Technopole. Parce que beaucoup de gens ont pensé que c'était dans le Technopole, mais c'est l'environnement qui a appelé Technopole, mais ce n'était pas du tout là-bas, c'est dans Pékin, donc en face du Technopole. Maintenant, si les gens décident de faire autre chose, bon, écoutez, la politique des infrastructures relève de l'État. Donc on attendra de savoir quelle va être la décision finale. Sinon, malheureusement, je n'ai pas de commentaire à faire. C'est la lutte qui met fin à cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis. La rédaction vous retrouve demain pour d'autres informations. Ce sera dans Yeoulen. Passez une très bonne soirée sur la TFM.